Bonjour les smart. Aujourd'hui, on va aborder un sujet peu orthodoxe. Pas pour ce qu'il est en vrai, mais parce qu'il va à contre-courant. Dans notre monde de nos jours, nous ne sommes plus à l'aide des rois ou à l'aide des princes au pouvoir absolu, où la vie à la cour est de mise et où l'on doit se comporter comme des courtisans modèles pour gagner les bonnes grâces du monarque. Non. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la modernité, dominée par la démocratie et où tout le monde a le droit de se montrer comme il est. D'ailleurs, c'est même encouragé. Il est encouragé d'être soi-même. Cependant, ce sont les apparences qui ont changé, mais la nature réelle de ce que c'est l'humanité reste la même. Et les différents comportements qui régissaient les cours dans le temps sont encore présents. Pas ouvertement, mais subtilement. Tant qu'il existe des hommes en société qui s'interagissent, ces schémas de comportement seront toujours présents. Aujourd'hui, il n'existe plus une cour avec des courtisans, mais il y a les espaces de travail bien hiérarchisés avec les collègues. Aujourd'hui, on ne trouve pas, comme ce fut dans les temps, des monarques, mais il existe des supérieurs, des patrons et autres. Le modèle d'interaction verticale, c'est-à-dire entre les subalternes et les supérieurs, est toujours présent et reste toujours le même. Eh bien, c'est ce qui va faire l'objet de notre sujet d'aujourd'hui. Quelle est la nature des relations qui existent entre les supérieurs, autrefois appelés les maîtres, et les subalternes, qui furent les courtisans? Avant, laisse-moi vous raconter une histoire qui s'est déroulée au XVIIe siècle. Au début de son règne, Louis XIV avait un surintendant des finances dont le nom était Nicolas Fouquet. Fouquet était un homme très intelligent, en plus de certains autres traits qui le caractérisaient, comme son amour pour la poésie, les belles femmes et sa générosité. Son intelligence de la gestion des finances le rendait indispensable pour le jeune roi. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Au début des années 1660, le cardinal Jules Mazarin, premier ministre du jeune roi, vient de mourir. Fouquet, alors, s'arrangea pour devenir le successeur au poste. Mais ce ne fut pas le cas. Le roi a aboli ce poste en l'occupant lui-même. Fouquet commençait à se sentir vulnérable en sentant qu'il était en train de perdre les bonnes grâces du monarque. Alors le venait en tête une idée. Son château, le Vaux-de-Vicomte, était en construction. Il pensa à organiser, pour l'inauguration du château, une fête comme il n'en a jamais eu en l'honneur du roi comme invité spécial, afin de gagner ses faveurs. Le jour de la fête, les célèbres nobles de l'Europe furent présents, ainsi que de nombreux érudits de l'époque comme La Fontaine, La Rochefoucauld et d'autres. Les festivités sont lancées par un banquet somptueux, où l'on servait des mets exotiques venant d'Orient, suivis par des visites des jardins du château, où Fouquet accompagne lui-même le roi pour observer des bosquets parfaitement géométriques, des fontaines d'eau jaillissantes et d'autres beaux paysages. À la fin de la visite, des feux d'artifice ont été lancés, suivis par une pièce de théâtre de Molière où il jouait lui-même en personne. Tous les convives furent fascinés par ce spectacle et tout le monde, sur le chemin du retour, commente que c'est la plus belle des fêtes auxquelles ils n'ont jamais assisté. Quelques jours plus tard, Fouquet fut arrêté et mis en prison. Et quelques mois après, il fut accusé d'avoir détenu des fonds de l'État. Il est donc condamné au bannissement du royaume et à la prison à vie, ainsi qu'à la confiscation de tous ses biens. Que s'est-il passé en vrai? Comment un homme qui vient de recevoir toute l'attention et l'admiration de toute une noblesse puisse tomber en disgrâce dans un temps aussi record? La réponse est simple. Fouquet a violé l'un des principes les plus importants lorsqu'il s'agit de rapport avec un chef. Ne jamais tenter de surpasser le chef. Voici le point. Tout homme a ses insécurités et elles deviennent plus exacerbées lorsque ceux-ci se trouvent en position de chef. Et les chefs se sentent rassurés lorsqu'ils sentent que leur vanité est caressée et non offensée. Fouquet voulait charmer et impressionner le roi pour lui montrer qu'il peut être digne d'occuper le poste de Premier ministre, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais c'est le comment qui posait un problème.
En organisant cette fête somptueuse et dans ce beau château conçu par Fouquet, toute l'attention et l'admiration venaient à lui. Chaque spectacle de plus en plus extraordinaire qui mettait les spectateurs en ébahissement était un mérite directement décerné à Fouquet. En plus devant le roi. C'était donc un étalage de sa capacité à séduire la société par de la somptuosité. Alors, toute l'admiration venait directement à lui. C'était une offense pure à la vanité du monarque. Louis XIV, qui était un homme fier et arrogant, en plus d'être le roi, ne pouvait se permettre de se laisser surpasser en somptuosité par quiconque, encore moins par un intendant des finances. Il n'allait jamais le dire, ni le montrer, et c'est pour cela qu'il a sauté sur le moindre des prétextes pour faire arrêter Fouquet. D'ailleurs, la majorité de l'argent dont Fouquet y était accusé de détournement était utilisée avec l'accord du roi et en son nom. Quelque temps après, le roi a fait construire le fameux palais de Versailles, par les mêmes architectes et les mêmes jardiniers que ceux du château de Fouquet. Et il organisait des fêtes encore plus extravagantes que celles de Fouquet. Alors, qu'est-ce que vous pouvez en tirer de cette histoire? Si vous êtes naturellement doué pour quelque chose, vous allez attirer automatiquement de l'attention pas toujours bienveillante. En effet, vous attirez inévitablement de l'envie et de la jalousie à votre égard. La réalité, c'est que vous ne pouvez pas vous soucier des autres autour de vous qui vous envient pour votre talent. Mais lorsqu'il s'agit de ceux qui sont au-dessus de vous, là, il faut vous y prendre autrement. Tout le monde éprouve de la fragilité de son prestige à un moment donné. Mais lorsqu'il s'agit des personnes en position de supériorité hiérarchique, c'est plus exacerbé. Lorsque vous paraissez plus brillant que votre supérieur, ne commettez pas l'erreur d'aller faire étalage de votre talent de l'espoir que votre chef va vous apprécier. Rien n'est plus éloigné de la vérité. Pensez donc à Fouquet. Même si votre supérieur vous montre de l'admiration, vous réveillez secrètement des sentiments d'insécurité. Il s'imagine déjà que vous allez lui prendre sa place et il profitera de la moindre occasion pour se débarrasser de vous et vous remplacer par quelqu'un de moins intelligent. Alors, qu'est-ce que vous devez faire si vous vous retrouvez dans une telle situation? Voici quelques stratégies que vous pouvez utiliser face à un supérieur dont vos capacités le dépassent à plate couture. La première stratégie que vous pouvez utiliser, c'est la flatterie. Je sais que c'est un mot qui envoie une image négative, mais il s'agit en réalité des compliments subtils. Mais cela restera de la flatterie car ce sont des compliments que vous ferez à dessein. Si vous sentez que votre supérieur devient ombrageux à cause de votre capacité, n'hésitez pas à faire éloge sienne. Effectivement, il a ses capacités à lui aussi. Peut-être que vous pouvez le lui rappeler en les soulignant lorsque les occasions se présentent. Cependant, c'est une stratégie qui peut se révéler à double tranchant. Et pour deux raisons. Premièrement, si votre supérieur suspecte que vous essayez de l'amadouer par des flatteries, il risque de devenir pire pour vous, car il sentira que vous vous moquez de lui. Là, c'est peut-être fatal. Deuxièmement, cela déplaira aux collègues s'ils vous découvrent. Vous risquez d'avoir plus de problèmes, car il déduira que vous essayez de gagner les bonnes faveurs du chef par des actions déroutées. Voilà pourquoi il faut être subtil. De préférence, soyez vrai dans vos compliments. Cela veut dire le complimenter sur des bonnes qualités qu'il possède réellement et faites-le dans les moments appropriés. Deuxième stratégie, faites appel à l'expérience du chef. Si vous constatez que vous êtes plus habile que votre supérieur, faites en sorte de ne pas le montrer. Au contraire, mettez-vous en position d'apprendre de lui. Par exemple, faites appel à son expérience. Cela lui montrera que son expérience compte pour vous et vous êtes disposé à apprendre de lui. Ce qui lui montrera qu'il est valorisé et ayant le dessus sur vous. Dans ce cas, ces sentiments d'infériorité diminueront voire disparaître. Mais au fond de vous, vous savez ce que vous valez. Troisième stratégie, attribuez-lui du crédit. Si vous constatez que vous êtes plus brillant que votre supérieur, vous pouvez faire en sorte de lui attribuer les succès accomplis. Si l'équipe a réalisé un succès, mais en grande partie grâce à votre fin d'esprit, donnez le crédit à votre supérieur. Par exemple,
vous pouvez exprimer publiquement les mérites du chef, comme si les idées venaient de lui ou que les idées que vous aviez venaient de ses précieux conseils qu'il vous a donnés. Faites en sorte qu'il écoute les lauriers et qu'il est au centre de l'attention. 4e stratégie. Laissez le poste ou attaquez le chef frontalement. 2 stratégies en une. Si vous estimez que vous méritez de recevoir tous les mérites venant de votre intelligence et que vous ne pouvez pas vous en soucier des sentiments d'un supérieur ombrageux, vous pouvez choisir de vous en aller et de vous installer à votre propre compte, si vous en avez les moyens. Ou au contraire, si vous constatez que votre supérieur est médiocre et moribond et qu'il ne mérite pas d'être dans la place où il est, vous pouvez lui tenir tête. Exprimez librement vos potentiels sans vous en soucier de lui faire de l'ombre. Votre capacité mettra en lumière son compétence et vous ne serez pas loin de le remplacer. Cependant, attendez voir des représailles. Comme je l'ai dit plus tôt, c'est un sujet à contre-courant et nous croisons beaucoup de difficultés sur notre parcours dont les seules façons de les faire face sont de penser à contre-courant. J'imagine que vous posez cette question face aux stratégies. Qu'en est-il du sentiment de dignité qui peut nous animer? Eh bien, voici le point. Le monde du travail d'aujourd'hui est organisé par des schémas hiérarchiques. Ce qui veut dire, dans votre parcours, votre carrière, vous aurez toujours des personnes au-dessus de vous. Et malheureusement, tous les supérieurs n'ont pas de bonnes intentions à votre égard, surtout lorsque vos simples aptitudes remuent en eux leur profonde insécurité. Maintenant, comment comptez-vous y prendre? D'ailleurs, votre succès ou la réussite de votre carrière ne dépend que de vous. Alors, il faut vous conduire selon la façon appropriée pour vous en sortir. Il faut garder en tête que ce n'est pas si de faiblesse ou d'absence de dignité si vous déguisez vos forces et si cela peut vous conduire là où vous devez être. Même les oiseaux se plient lorsque le vent les dépasse en force. Ils ne se soucient pas de la boue dans laquelle ils se plient, mais ce qui compte, c'est de s'adapter face à une situation en risquant de la déraciner. Et c'est un signe de force et de maîtrise lorsque vous avez la capacité de laisser les autres vous surpasser, mais tout en restant en contrôle, sans être un jouet de leur complexe. Vous aurez l'avantage lorsque le moment opportun viendra de prendre le dessus. Maintenant, j'aimerais vous entendre. Avez-vous déjà fait l'expérience d'un supérieur difficile et ombrageux? Racontez-nous la stratégie que vous avez utilisée pour vous en sortir. Rendez-vous dans les commentaires.